L'air du matin était glacial tandis que le bus scolaire roulait dans les rues calmes de la banlieue. Le ronronnement rythmé du moteur se mêlait au doux bruissement des feuilles d'automne, créant une atmosphère paisible qui reflétait le début d'une journée ordinaire. Sam, un chauffeur de bus chevronné d'une quarantaine d'années, tenait le volant d'une main ferme, ses yeux fatigués mais gentils scrutant la route devant lui. Il avait parcouru cet itinéraire pendant des années, mémorisant chaque arrêt, le nom de chaque enfant et sa routine matinale habituelle. Alors qu'il ralentissait, à l'approche d'une intersection, un mouvement soudain dans son rétroviseur attira son attention. Une petite silhouette courait sans sprinter sur le trottoir, ses petits bras s'agitant désespérément. Le cœur de Sam s'emballa. Il s'agissait d'Emily Carter, une petite fille de 8 ans qui avait l'habitude de s'asseoir tranquillement au milieu de l'autobus, sans jamais faire d'histoire. Mais maintenant, son visage était couvert de larmes et son manteau battait alors qu'elle se précipitait vers lui. Avant qu'il puisse comprendre ce qui se passait, Emily atteignit le côté de l'autobus et commença à taper de son petit poing contre la porte, essoufflé, tout son corps tremblant. Sam n'a pas perdu de temps. Il tira rapidement le levier et la porte s'ouvrit. Emily, d'une voix calme mais empreinte d'inquiétude, dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle monta les marches en toute hâte, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans des éclats frénétiques. Elle serrait son sac à dos surdimensionné, ses jointures blanches à force de le serrer trop fort. Puis, elle le regarda, ses yeux remplis de larmes remplis d'une peur qui envoya des frissons dans l'estomac de Samedi. Elle déglutit difficilement, luttant pour retrouver sa voix avant de finalement balbutier 4 mots qui lui firent serrer le cœur, « S'il te plaît, ne me laisse pas. » La mâchoire de Sam se serra. Il le sentait, quelque chose n'allait vraiment pas. S'agenouillant légèrement pour la regarder dans les yeux, il adoucit son ton. « Emily, tu es en sécurité ici. Dis-moi juste ce qui se passe. » Ses lèvres tremblaient alors qu'elle hésitait, jetant un coup d'œil nerveux vers la maison d'où elle venait. Puis, dans un murmure tremblant, elle reprit la parole, « Il a dit qu'il me ferait du mal. » Le sang de Sam se glaça. Sa prise sur le volant se resserra et la peur dans la voix d'Emily était crue, presque tangible. Il se força à rester calme, sachant que paniquer ne servirait à rien. « Emily, écoute-moi, dit-il d'une voix calme. Vous êtes en sécurité dans ce bus. Personne ne vous fera de mal. Mais j'ai besoin que vous me disiez qui vous a dit cela. » La petite fille déglutit difficilement en secouant la tête. Ses petites mains resserrèrent les bretelles de son sac à dos alors qu'elle se recroquevilla sur elle-même, comme pour tenter de disparaître. « Je ne peux pas, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Ils sauront que je l'ai dit. » Sam expira et jeta un coup d'œil vers la modeste maison d'où elle venait. Les rideaux étaient tirés, la porte d'entrée fermée, mais quelque chose dans cet endroit envoyait en lui une vague de malaise. Cela faisait des mois qu'il n'était pas allé chercher Emily, et même si elle était toujours silencieuse, il ne l'avait jamais vue dans cet état. Son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. « D'accord, dit-il doucement, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit pour l'instant, mais tu as eu raison de venir me voir. » Il lui fit un signe de tête rassurant avant de fermer les portes du bus et de garer le véhicule. Les autres enfants à bord étaient assis dans un silence stupéfait, leurs bavardages matinaux habituels remplacés par des regards écarquillés. Sam se tourna vers eux avec une expression ferme mais calme. « Tout le monde reste assis » a-t-il dit avant de saisir son téléphone et de composer le numéro de la conseillère scolaire, Madame Hall. Le téléphone sonna 2 fois avant que sa voix familière ne réponde. « Barbara, c'est Samedi. J'ai Emily Carter dans mon bus et je pense qu'il y a un sérieux problème, dit-il doucement, ne voulant pas effrayer davantage la jeune fille. Elle est terrifiée. Elle dit que quelqu'un à la maison a menacé de lui faire du mal. Je ne connais pas encore les détails, mais elle tremble comme une feuille. J'ai besoin que quelqu'un de votre bureau soit prêt à mon arrivée. » La voix de Madame Hall s'accentua d'inquiétude. Elle est sur mon radar depuis un moment, mais rien d'aussi extrême. J'appelle immédiatement les services de protection de l'enfance. En attendant, emmenez-la directement à mon bureau. Ne la perdez pas de vue. Sam raccrocha et se tourna vers Emily, toujours recroquevillée sur le siège avant. Il s'accroupit à côté d'elle, la voix douce. « Nous allons à l'école maintenant, d'accord ? Madame Hall vous attendra. C'est une bonne personne et elle vous aidera. » Emily renifla et s'essuya le nez avec sa manche. « Tu ne me feras pas rentrer à la maison. » Sa voix était remplie de désespoir. La poitrine de Sam se serra au son de sa peur. « Personne ne te fera faire quelque chose que tu ne veux pas faire, ma chérie. Je te le promets. »
Elle fit un petit signe de tête, sa prise sur son sac à dos se relâchant légèrement. Sam se rassit et mit le bus en marche. Le trajet jusqu'à l'école semblait plus long que d'habitude. Chaque fois qu'il regardait dans le rétroviseur, Emily était toujours blottie sur le siège avant, les yeux fixés par terre, grimaçant au son des voix. Le poids de la responsabilité pesait lourdement sur les épaules de Sam. Lorsqu'ils s'arrêtèrent finalement sur le parking de son école, Madame Hall l'attendait déjà sur le trottoir. C'était une petite femme d'une cinquantaine d'années, aux yeux marrons chaleureux et à la présence rassurante. Mais à la seconde où elle vit l'état d'Emily, son expression s'assombrit. Sam se gara et ouvrit la porte. Emily hésita avant de sortir, mais lorsque Sam lui tendit la main, elle l'attrapa comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. « Madame Hall, dit-elle doucement, venez avec moi. Nous parlerons dans un endroit calme, juste vous et moi. » L'emprise d'Emily sur Sam se resserra. « Je ne veux pas y aller seule. » Sam échangea un regard avec Madame Hall, qui acquiesça en signe de compréhension. « Sam peut venir aussi si ça te rassure, dit-elle gentiment. » À l'intérieur de l'école, ils ont conduit Emily dans un petit bureau de conseil, rempli de fauteuils moelleux et d'étagères remplies de livres et de jouets. Sam s'assit à côté d'elle tandis que Madame Hall s'agenouillait à son niveau. « Chérie, dit-elle doucement, tu n'es pas obligé de dire quelque chose que tu n'es pas prêt à dire, mais j'ai besoin de savoir, de qui as-tu peur ?» Emily hésita, les doigts se tordant sur ses genoux. Puis, d'une voix si calme qu'on la manquait presque, elle murmura « Mon père ». La mâchoire de Sam se serra. Le visage de Madame Hall restait calme, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. « Il t'a blessé ?» elle a demandé. Emily hocha la tête, ses petites épaules tremblantes. Il se met tout le temps en colère. Il a dit que si je parlais de maman à quelqu'un, il me ferait disparaître. Un épais silence remplit la pièce. Madame Hall inspira profondément. Emily, que veux-tu dire de ta maman? La petite fille se mordit la lèvre, de nouvelles larmes coulant de ses yeux. Elle est partie. Il a dit qu'elle nous avait quittés. Mais je l'ai entendue crier cette nuit-là. Je l'ai entendue pleurer, puis elle est partie. Sam sentit un frisson le parcourir. Madame Hall échangea un regard avec lui avant de se lever. Emily, chérie, je dois appeler. Tu es en sécurité ici, je te le promets. Elle s'écarta et composa le numéro du CPS, sa voix urgente mais professionnelle transmettant l'information. Sam se tourna vers la petite fille à côté de lui, sa voix étant à peine au-dessus d'un murmure. Emily, tu n'es pas seule dans ce cas. Quoi qu'il arrive, nous allons découvrir la vérité. Les larmes coulèrent sur ses joues, mais pour la première fois de la matinée, elle attrapa la main de Sam, la tenant fermement avec une confiance tranquille. Tandis que les sirènes retentissaient au loin, signalant l'arrivée des autorités, Sam était certain d'une chose, ce n'était que le début. Il est resté assis à côté d'Emily, sa présence étant un point d'ancrage discret, tandis que Madame Hall continuait de parler à voix basse avec les services sociaux. Les doigts de la petite fille étaient toujours enroulés autour de sa main, sa prise petite mais ferme, comme si lâcher prise signifiait retomber dans le danger. Sam avait déjà eu affaire à des enfants effrayés et il était chauffeur d'autobus scolaire depuis plus de 10 ans mais la peur d'Emily était différente. Ce n'était pas le genre de peur qu'un enfant ressent après un mauvais rêve ou une dispute avec un ami. C'était une peur profondément enracinée, de celles qui laissent des cicatrices même si elles ne sont pas visibles. Madame Hall raccrocha et revint vers eux avec une expression rassurante mais sérieuse. « Emily, ma chérie, dit-elle doucement en s'agenouillant devant elle, quelqu'un de la protection de l'enfance est en route. Ils veulent juste te parler pour s'assurer que tu es en sécurité. » Emily se tendit immédiatement, son corps se rétrécissant sur la chaise. « Je ne veux pas aller avec eux, murmura-t-elle. S'il te plaît, ne m'oblige pas à partir. » Le visage de Madame Hall s'adoucit. « Chérie, ils sont là pour t'aider. Nous voulons juste nous assurer que personne ne pourra plus te faire de mal. » Emily secoua vivement la tête, sa respiration s'accélérant. « Il me trouve toujours. » Sam sentit un nœud se serrer dans son ventre. Ces mots ne viennent pas seulement de l'imagination d'un enfant effrayé, ils portaient le poids de l'expérience. Sam avait déjà vu des situations comme celle-ci, dans lesquelles un parent semblait respectable en public mais était un monstre à huis clos. L'idée de renvoyer Emily chez son père lui donnait la chair de poule. Il se pencha légèrement. « Emily, personne ne laissera ça arriver, dit-il à voix basse. Pas moi, pas Madame Hall, pas la police. Vous n'êtes plus seul dans cette affaire. » Ses yeux écarquillés,
striée de larmes, scrutait son visage, comme pour décider si elle devait le croire. Après une longue pause, elle fit un petit signe de tête, même si ses mains tremblaient toujours sur ses genoux. Un coup frappé à la porte du bureau la fit tressaillir. Madame Hall l'ouvrit, révélant une femme vêtue d'un blazer bleu foncé, son badge d'identité accroché au revers de sa veste. « Je m'appelle Laura Jenkins de CPS », se présenta-t-elle d'une voix chaleureuse mais professionnelle. « Emily, je suis vraiment ravie de te rencontrer. » Emily n'a pas répondu. Ses doigts agrippèrent la coudoir de sa chaise. Laura échangea un regard avec Sam, remarquant la poitrine de Madame Hall qui se soulevait et s'abaissait avec des respirations superficielles. Sam pouvait voir l'hésitation dans les yeux de Laura. Elle avait déjà eu affaire à des enfants terrifiés, mais Emily était différente. Elle ne semblait pas avoir peur de son père, elle avait peur de ce qui allait se passer ensuite. Laura se tourna vers Sam. « Est-ce que ça aiderait s'il restait avec nous pendant que nous parlions ?» Les petits doigts d'Emily s'enroulèrent autour de la manche de Sam, la tenant fermement. Sam ressentit un élan de responsabilité. Il n'était pas de la famille, il n'était pas un officier de police et il n'était pas un travailleur social. Il était juste le chauffeur du bus scolaire. Et pourtant, à ce moment-là, il était le seul à qui Emily avait confiance. « Si c'est ce qu'elle veut, dit-il, gardant sa voix calme. Laura fit un geste vers le canapé. « Pourquoi ne nous asseyons-nous pas dans un endroit plus confortable ?» suggéra-t-elle. Emily hésita avant de suivre Sam jusqu'au canapé, sans jamais lâcher sa manche. Laura s'assit devant eux et ouvrit un cahier. « Emily, tu te souviens quand tu as dit que ton père t'avait dit de ne pas parler de ta mère ?» demanda-t-elle doucement. Le visage de la petite fille devint triste, mais elle ne parla pas. « Pouvez-vous me dire pourquoi ?» Laura appuya doucement. Les lèvres d'Emily tremblèrent et elle baissa les yeux vers le sol. « Il a dit que si je le disais à quelqu'un, il me ferait partir, a-t-elle murmuré. Sa voix se brisa au dernier mot. Sam sentit sa mâchoire se serrer. Il avait douté que la mère d'Emily ait disparu, mais il se rendait maintenant compte qu'elle ne faisait peut-être pas partie de toute l'histoire. Laura resta calme, même si une lueur d'inquiétude traversa ses yeux. « As-tu vu ta mère partir ?» elle a demandé. Emily secoua la tête et hésita. « Je les ai entendus se battre. Je l'ai entendu pleurer. Puis je ne l'ai plus entendue, déglutit-elle difficilement. Le lendemain matin, papa a dit qu'elle nous avait quittés. Mais je ne pense pas qu'elle l'ait fait. » La pièce devint silencieuse. Même Madame Hall, qui s'occupait de cas comme celui-ci depuis des années, semblait secouée. Laura griffonna quelque chose avant de croiser à nouveau le regard d'Emily. « Chérie, tu sais où ta mère pourrait être ?» demanda doucement Laura. Les petites mains d'Emily se tordirent sur ses genoux. Papa était en colère. Il m'a obligé à aller dans ma chambre. Mais j'ai entendu la porte claquer au milieu de la nuit. Le lendemain matin, il y avait une grosse tache sur le tapis. Il m'a dit que c'était n'était un accident. Ça m'inspira soudainement, son esprit s'emballant. Que s'était-il passé dans cette maison? La voix de Laura restait calme, mais il y avait une pointe d'urgence indéniable. Emily, où était la tache? La petite fille hésita, puis désigna le sous-sol. Sam et Laura échangèrent un regard. Tout commençait à se connecter. La disparition soudaine de la mère, la peur d'Emily, l'avertissement de ne pas parler. Madame Hall se leva. « Je dois appeler l'inspecteur Anders », murmura-t-elle en quittant le bureau. Laura ferma son presse-papier et prit la main d'Emily. « Tu es si courageux », murmura-t-elle. « Nous allons faire en sorte que personne ne vous fasse plus de mal. » Sam fit un signe de tête rassurant à Emily. « Tu n'es plus seule, mon petit. » Emily expira comme si le poids qu'elle portait se soulevait enfin. Dehors, les sirènes hurlaient alors que les véhicules de police s'arrêtaient devant son école. Il ne s'agissait plus seulement d'une question de protection de l'enfance, c'était sur le point de devenir une enquête criminelle. L'inspecteur Mike Anders est arrivé à l'école quelques minutes plus tard. Sa voiture banalisée s'est arrêtée près de l'entrée. Cet homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard perçant et observateur, avait travaillé dans les forces de l'ordre assez longtemps pour reconnaître qu'une affaire était plus complexe qu'il n'y paraissait. Lorsqu'il entra dans le petit bureau de conseil, son regard se posa immédiatement sur Emily. La petite fille était assise à côté de Sam sur le canapé, ses mains agrippant le tissu de sa manche comme une bouée de sauvetage. Anders inspira lentement et se mit à genoux. « Bonjour, dit-il d'une voix à la fois douce et rassurante.
Je suis le détective Anders. J'ai entendu dire que vous aviez été très courageux aujourd'hui. Emily ne répondit pas, mais ses yeux écarquillés et prudents se tournèrent vers lui. Laura Jenkins, l'employée du CPS, était assise à côté de lui. Emily a mentionné quelque chose d'important, a déclaré Laura. Son père lui a dit de ne pas parler de sa mère et elle se souvient d'une tache sur le sol du sous-sol juste après sa disparition. L'expression du visage d'Anders s'assombrit. Il jeta un coup d'œil à Sam, qui fit un petit signe de tête, confirmant silencieusement les propos de la jeune fille. Le détective se tourna vers Emily. « Ma chérie, je sais que c'est difficile, mais je dois te demander, tu penses que ta mère est toujours à la maison ?» Un lourd silence remplit la pièce. Emily ne répondit pas immédiatement. Elle baissa les yeux, ses petits doigts tordant l'ourlet de sa manche, puis à peine au-dessus d'un murmure, elle dit « Je ne sais pas ». Anders s'assit sur ses talons, son esprit s'emballant. Il avait déjà traité des affaires de violence domestique, mais quelque chose dans cette affaire lui semblait différent. Trop de signes avant-coureurs, la disparition de la mère, l'enfant terrifié et maintenant une possible scène de crime à l'intérieur de cette maison. Il se leva et se tourna vers Madame Hall. « J'ai besoin de l'adresse, dit-il. Madame Hall n'hésita qu'un instant avant de griffonner les informations sur un cahier. Anders arracha la page et la mit dans sa poche, composant déjà le numéro de son capitaine. « Nous avons besoin d'une unité au 435 Maple Drive, a-t-il déclaré au téléphone, sa voix coupant la tension. Homicide potentiel. Mise en danger possible d'un enfant. Pendant qu'il parlait, Sam remarqua qu'Emily tremblait à côté de lui. « Que va-t-il m'arriver » demanda-t-elle d'une voix fragile. Laura s'agenouilla à côté d'elle. « Nous vous emmenons dans un endroit sûr. Vous n'avez pas besoin de retourner à la maison. » La lèvre d'Emily frémit et sa voix se brisa. « Mais il sera en colère. » Sam n'en pouvait plus. Il s'accroupit à côté d'elle et parla de la voix la plus ferme et la plus sûre qu'il pouvait rassembler. « Écoute-moi, petit. Peu importe à quel point il est en colère, il ne peut plus te toucher. Nous y veillerons. » Emily le regarda un long moment comme si elle essayait d'absorber ses paroles, puis lentement, elle hocha la tête. Lorsque l'inspecteur Anders et son équipe sont arrivés, la maison Carter avait l'air étrangement normale. La pelouse était soigneusement tondue et la Porsche était assise à sa place, conçue pour cacher des secrets. Anders se tenait sur le trottoir, regardant deux policiers s'approcher de la porte d'entrée. Il le sentait dans ses tripes, quelque chose n'allait pas. Todd Carter ouvrit la porte presque immédiatement. Son visage s'est transformé en une expression de confusion et d'inquiétude. « Officier, qu'est-ce que c'est » Anders s'avança, montrant son insigne. « Monsieur Carter, nous avons été informés d'un éventuel incident domestique dans cette résidence. Nous devons vous poser quelques questions. » La mâchoire de Todd se tendit. « Un incident domestique ? C'est ridicule. Ma fille est à l'école. Si c'est à cause de son retard, elle s'est mal réveillée, c'est tout. » Anders croisa son regard uniformément. « Nous allons devoir jeter un œil à l'intérieur. » Todd hésita. « Vous avez un mandat ?» Le visage d'Anders resta impassible. « Pas encore, mais si vous nous faites attendre, il ne faudra pas longtemps pour en obtenir un. » Todd expira brusquement et fit un pas de côté. « Très bien. Faites ce que vous avez à faire. Vous ne trouverez rien. » Anders entra le premier, les sens en alerte. La maison était trop propre. L'air sentait l'eau de javel et il n'y avait rien d'anormal. Mais c'est la porte du sous-sol qui a retenu son attention. La poignée verrouillée brillait, comme si elle avait été récemment frottée. Il fit un signe de tête à l'un de ses officiers. Le sous-sol. L'agent s'est approché de la porte et a testé la poignée. C'était verrouillé. Anders se tourna vers Todd. « Ouvrez-le. » Todd croisa les bras, un mince sourire jouant sur ses lèvres. « Comme je l'ai dit, c'est juste pour le stockage. » Anders a sorti son téléphone. « Nous demandons un mandat. » Le sourire de Todd s'affaiblissait. Il savait qu'il perdait le contrôle. Lorsque le mandat d'arrêt est arrivé, les policiers ont forcé la porte du sous-sol. L'air qui montait était humide, chargé d'une odeur métallique qui tournait l'estomac d'Anders. Les agents se sont déplacés rapidement, leurs lampes de poche éclairant l'espace sombre. Il ne leur fallut pas longtemps pour trouver ce qu'ils cherchaient. Près du fond du sous-sol, juste sous le béton, quelque chose avait été dérangé. Les agents ont commencé à creuser et, en quelques minutes,
ils l'ont trouvé. Une vieille tache sombre était incrustée dans les fondations fissurées. À proximité, un paquet de tissus était raide, séché par le sang. Anders se tourna lentement vers Todd, qui se tenait figé en haut des escaliers. Son visage avait perdu toute couleur. Son jeu était terminé. L'un des agents a appelé. « Inspecteur, nous avons besoin de la police scientifique ici. » Anders hocha brusquement la tête avant de se diriger vers Todd. « Nous vous plaçons en état d'arrestation, » a-t-il déclaré, d'une voix calme et teintée d'acier. « Vous avez le droit de garder le silence. » Le corps tout entier de Todd Carter se tendit, puis il s'enfuit précipitamment. « Arrêtez-le » quelqu'un a crié. Les policiers se sont précipités, mais Todd les a traversés et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Anders le poursuivit, essoufflé. Todd descendit les marches, ses pieds claquant contre le trottoir. Alors qu'il se dirigeait vers la rue, il y arriva presque. Alors qu'il atteignait le trottoir, une voiture de police a commencé à déraper, lui coupant la route. Todd trébucha en essayant de se retourner, mais Anders le percuta violemment, le jetant sur le trottoir. Les policiers se sont précipités vers lui et l'ont menotté. Tandis que Todd Carter était traîné à ses pieds, Anders se rapprocha de lui. « Tu t'es enfui » dit-il à voix basse. « Cela me l'a dit. » Le visage de Todd se tordit de fureur, mais il ne parla pas. Anders expira et recula d'un pas. Ce n'était pas encore fini, mais il l'avait. Todd Carter était assis, noté à l'arrière de la voiture de police. Sa mâchoire se serra si fort que ses tempes lui palpitaient. Il regarda par la fenêtre la maison qu'il avait passé des années à contrôler soigneusement. Ses yeux se tournèrent vers les policiers qui se tenaient à l'extérieur, parlant dans leur radio, coordonnant ce qui allait se passer ensuite à l'intérieur de la maison. Les équipes médico-légales se déplaçaient rapidement, marquant les preuves, prenant des photos et documentant soigneusement chaque centimètre carré du sous-sol. L'ancienne tache qu'ils ont trouvée serait testée immédiatement, mais le détective Anders savait déjà de quoi il s'agissait. Il avait à peine commencé à analyser les lieux lorsqu'un policier l'a appelé. « Inspecteur, nous avons trouvé autre chose. » Anders se dirigea rapidement vers le coin le plus éloigné du sous-sol. L'officier se tenait à côté d'une étagère en bois. Poussiéreux. Une étagère qui, à première vue, semblait être là depuis des années. Mais le sol sous les étagères était éraflé, avec de légères traces. Il avait été déplacé récemment. L'ordre discret d'Anders était ferme. Supprimez-le de là. Les agents ont fait pivoter l'unité lourde sur le côté, révélant une trappe cachée en dessous. Le pouls d'Anders s'accéléra. Il l'a ouvert et le policier a tiré sur la poignée. La porte grinça, révélant un espace sombre et étroit sous les fondations de la maison. L'air qui s'en élevait était épais, vicié et lourd d'une odeur indubitable de décomposition. Anders sortit sa lampe de poche et la pointa vers le bas. Son souffle se coupa. À l'intérieur de cet espace exigu se trouvaient des restes de vêtements, des fragments de ce qui avait été des effets personnels et un sac à main en lambeaux couvert de poussière. Anders s'agenouilla, le ramassa soigneusement et le retourna. Les initiales, SC, ont été cousues dans la doublure intérieure. Sarah Carter, expira-t-il brusquement. Nous avons besoin d'une analyse médico-légale complète de ce vide, Sanita. Tout de suite. Todd travaillait furieusement tout en déglutissant difficilement. Je ne sais pas comment c'est arrivé là, marmonna-t-il. Anders se pencha vers lui d'une voix froide. Nous avons trouvé du sang dans ta cave, Todd. Tu veux aussi me dire comment il est arrivé là-bas? Todd n'a rien dit. Vous vous êtes enfui, suivit le ton implacable d'Anders. Les hommes innocents ne s'enfuient pas. La respiration de Todd s'accéléra, son regard passant du sac à main au miroir derrière eux. Il calculait, évaluait ses options. Anders a vu le changement et a continué. Nous traitons les preuves en ce moment. Une fois les tests ADN revenus, vous aurez de la chance si jamais vous revoyez l'extérieur d'une prison. Les narines de Todd se dilatèrent et ses doigts se resserrèrent sur les menottes. Pendant un long moment, il eut l'impression qu'il allait craquer. Puis, aussi vite qu'elle est apparue, la lueur de doute dans ses yeux s'est estompée. Il se pencha en arrière sur sa chaise, se forçant à sourire en coin. « Tu es si intelligent, n'est-ce pas » murmura-t-il. « Tu penses que tu as tout compris. » Anders n'a pas répondu. « Je ne pense pas, Todd, dit-il. Je sais. » Sam se gara dans l'allée de la résidence des Parker, ses doigts agrippant fermement le volant. Le poids de la terreur de Millie,
la découverte chez les Carter et la confrontation avec Todd pesaient lourdement sur ses épaules. Lorsqu'il frappa, Madame Parker ouvrit la porte avec un sourire chaleureux mais fatigué. « Elle t'attend, dit-elle doucement. » Millie était assise recroquevillée sur le canapé, sa petite silhouette enveloppée dans une couverture trop grande. À la seconde où elle a vu Sam, elle s'est précipitée vers lui et a mis ses bras autour de sa taille. Sam lui tapota doucement le dos. « Eh, gamin !» Millie s'écarta juste assez pour le regarder. « Il est parti ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Sam s'accroupit, la regardant droit dans les yeux. « Oui, dit-il. Il ne s'approchera plus jamais du toit. » Sa lèvre trembla et pendant une seconde, Sam crut qu'elle allait pleurer à nouveau. Au lieu de cela, elle expira. Ses petites épaules s'affaissaient de soulagement. Madame Parker s'est approchée d'eux et a posé une main sur le dos de Millie, posant doucement des questions sur sa mère. « Est-ce qu'elle va bien ?» murmura-t-elle à Sam. Le cœur de Sam lui faisait mal. Il savait que la vérité allait arriver et que ce ne serait pas facile. Il s'agenouilla, prenant une des mains de Millie dans la sienne. « Écoute, petite, ils ont trouvé quelque chose aujourd'hui sur ta mère. » Millie arrêta de respirer, les yeux écarquillés. « Est-ce qu'elle va bien ?» Sam hésita, la gorge serrée. Il ne pouvait pas lui mentir. « Ils sont encore en train de comprendre les choses, » dit-il prudemment. « Mais je te le promets, tu ne seras pas seul dans cette situation. » Millie fouilla son visage, essayant de trouver quelque chose de solide auquel s'accrocher. Lentement, elle hocha la tête et se recroquevilla sur le canapé, serrant dans ses bras un lapin en peluche usé. Sam a fait la promesse silencieuse qu'il ne la laisserait pas traverser ça seule. Plus tard dans la nuit, les résultats du laboratoire sont arrivés. Le sang du sous-sol correspondait à celui de Sarah Carter. L'ADN présent sur le sac à main était celui de Sarah, et dernière preuve irréfutable, une mèche de cheveux de Sarah trouvée sous la trappe. L'inspecteur Anders n'a pas perdu de temps. Il entra dans la salle d'interrogatoire, le visage illisible alors qu'il plaçait le dossier devant Todd. « C'est ici, dit-il. C'est ici que vous décidez comment cela se terminera. » Todd resta silencieux. Anders a ouvert le dossier, faisant glisser les rapports juridiques et médicaux sur la table. « Nous avons suffisamment de preuves pour vous accuser de meurtre. » Le sourire de Todd s'effaça. Ses doigts se crispèrent. Après un long moment, il expira. « Je ne l'ai pas fait exprès. » « Est-il mort ?» L'estomac d'Anders se retourna. Il était là. Todd leva la tête, les yeux froids et vides. « Elle n'a pas arrêté de crier, a-t-il déclaré. Elle allait partir et je ne pouvais pas la laisser. Pas avec Millie. » Anders se leva, sa chaise raclant le sol. « Tu as fini, Todd. » Pour la première fois, Todd Carter avait l'air effrayé et la justice était enfin arrivée. Todd Carter était assis dans sa cellule de détention, les mains menottées aux genoux. Son visage était pâle sous les lumières fluorescentes. L'aveu avait glissé de ses lèvres comme du venin, mais maintenant le poids de la réalité s'imposait. Il avait perdu le contrôle pour la première fois de sa vie. Il n'y avait pas de solution. Pendant ce temps, le détective Anders était assis dans son bureau, examinant les dossiers. Les preuves étaient irréfutables, le sang de Sarah dans la cave, son sac à main caché sous la maison et maintenant les aveux de Todd. Mais quelque chose manquait encore, où était le corps de Sarah? Sans cela, le dossier serait solide, mais pas à toute épreuve. L'avocat de Todd soutiendrait que Sarah avait été blessée et non assassinée, qu'elle avait survécu et s'était enfuie. S'il ne la retrouvait pas, la justice pourrait leur échapper. Anders a attrapé son téléphone et a appelé Laura Jenkins. « Nous avons besoin de Millie », a-t-il déclaré sans préambule. Laura expira à l'autre bout du fil. Ce n'est qu'une petite fille. Elle a assez souffert. Je sais, admit Anders en se frottant la tempe. Mais elle est peut-être la seule à pouvoir nous dire où se trouve Sarah. Nous devons savoir ce qu'elle a vu cette nuit-là. Une pause. Puis, à contre-cœur, Laura dit, je vais parler à sa mère adoptive à la résidence des Parker. Millie était assise sur le bord de son lit, serrant ses genoux contre sa poitrine. Elle avait à peine dormi depuis qu'elle avait quitté son ancienne maison. Mais pour la première fois, elle n'a pas eu peur de fermer les yeux. Elle savait que Todd ne pourrait plus lui faire de mal. Mais il y avait encore une chose qu'elle ne pouvait pas lâcher, le visage de sa mère. Elle pouvait encore entendre le bruit de la dispute ce soir-là ou le son de la voix de son père,
la façon dont sa mère avait pleuré. Ensuite, silence. Un coup frappé à la porte la sortit de ses pensées. Madame Parker entra, une douce expression sur le visage. « Chérie, certaines personnes ont besoin de te parler. Mais seulement si tu es prête. » Millie hésita, puis acquiesça lentement. Quelques minutes plus tard, elle était assise en face de l'inspecteur Anders et de Laura Jenkins dans le salon, ses mains serrant un petit lapin en peluche. « Millie, dit doucement Laura. Nous avons besoin de votre aide. » Millie jeta un coup d'œil à Sam, qui était assis à proximité. Il lui fit un petit signe de tête, lui faisant silencieusement savoir qu'il était là. Elle déglutit. « À propos de ma mère ?» Anders se pencha en avant. « Oui, chérie. Peux-tu nous dire autre chose sur cette nuit-là? Tu te souviens de ce qui s'est passé après que les cris se soient arrêtés? » Les doigts de Millie se tordirent sur ses genoux. « Papa m'a fait aller dans ma chambre, » murmura-t-elle. « Je voulais descendre, mais il a verrouillé ma porte. » La mâchoire d'Anders se serra. Puis Millie cligna rapidement des yeux. « Je me suis réveillée au milieu de la nuit. J'ai entendu quelque chose, une voix. » Laura est restée calme. « Que as-tu entendu ?» Millie inspira profondément, comme si elle avait le courage de le dire à voix haute. « La porte. La porte derrière moi s'est ouverte et fermée. » Sam sentit son estomac se serrer. « As-tu vu quelque chose ?» insista Anders, d'un ton doux mais ferme. « Millie, tu as vu quelque chose ?» Millie hésita, puis hocha la tête. « J'ai regardé par ma fenêtre. Papa portait quelque chose. » « Qu'est-ce qu'il transportait, chérie ?» La lèvre de Millie tremblait. « Un grand sac, » murmura-t-elle. « Il l'a mis dans le camion. » Anders et Laura échangèrent un regard perçant. « Tu veux dire sa voiture ?» demanda Anders. Millie secoua la tête. « Non. Le vieux camion de travail. Celui qu'il ne conduit jamais. » Anders a immédiatement sorti son téléphone et a appelé le commissariat. « Je dois localiser un véhicule abandonné appartenant à Todd Carter. Un vieux camion de travail. Vérifiez les dossiers pour voir s'il a été porté disparu ou vendu. » La voix de Millie résonna dans l'air, douce mais ferme. « Il est parti avec ce véhicule cette nuit-là. Quand il est revenu, il n'avait plus le sac. » 1 heure plus tard, Anders a reçu un appel de son équipe. « Nous l'avons trouvé », a déclaré un officier au bout du fil. Le camion a été jeté dans un ravin, à une vingtaine de kilomètres près de l'ancienne carrière. Anders n'a pas perdu de temps. « Envoyez-moi les coordonnées. Nous sommes en route. » Il se tourna vers Sam, Laura et Millie. « Nous venons peut-être de retrouver Sarah. » Millie se tendit. « Est-ce que ma mère va revenir ?» Laura lui serra la main. « Nous allons découvrir la vérité, ma chérie. » Lorsque la police est arrivée à la carrière, le soleil baissait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur le paysage rocheux. Le camion de travail abandonné était à moitié enseveli sous la terre et les broussailles. Sa peinture était rouillée, les pneus crevés. Les équipes médico-légales ont agi rapidement, encerclant le véhicule et contournant la zone avec des chiens de recherche. Puis l'un des policiers a crié « Nous avons quelque chose !» Anders et Sam se précipitèrent vers le son de la voix. Près du bord du ravin, caché sous des broussailles enchevêtrées, se trouvait un monticule de terre perturbé. Sam halta. L'équipe médico-légale a commencé à creuser soigneusement. À chaque couche de terre enlevée, une forme commençait à émerger, un corps enveloppé dans un drap en lambeaux. Pendant longtemps, personne n'a parlé. Le poids de la finalité s'est imposé sur eux. Le médecin légiste s'avança. Sa voix était sinistre. C'est elle. Sarah Carter a été retrouvée. 2 jours plus tard, Millie se tenait au bord du cimetière, regardant la pierre tombale qu'ils avaient posée pour sa mère. Un vent froid soufflait dans les arbres, mais elle le sentait à peine. Elle était trop engourdie. Sam se tenait à côté d'elle, silencieux, la laissant profiter du moment. Après une longue pause, elle murmura « Je pensais qu'elle m'avait quitté. » Sam ravala la boule dans sa gorge. Elle ne l'a jamais fait. La petite Millie fouilla dans sa poche et en sortit un petit morceau de papier soigneusement plié. Elle l'a placé au pied de la pierre tombale. Sam y jeta un coup d'œil. C'était un dessin, une simple esquisse représentant une femme tenant la main d'une petite fille, toutes deux souriantes. En dessous, Millie avait écrit 2 mots, « Je me souviens ».
Une seule larme coula sur la joue de Sam d'Emily expira et recula d'un pas. Et pour la première fois depuis cette horrible nuit, elle se sentait libre. Sarah avait été battue à plusieurs reprises avant de mourir. L'avocat de Todd a tout essayé, il l'a dépeint comme un mari en deuil, affirmant que Sarah était partie volontairement et que quelqu'un d'autre l'avait tuée. Mais cela ne servait à rien. Le jury a vu clair dans les mensonges. Après seulement 4 heures de délibération, leur verdict était sans appel, coupable. Todd Carter a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience a éclaté. Certains se sentaient soulagés, d'autres étaient émus par des sanglots silencieux. Sam Porter, assis au dernier rang, a regardé Todd être emmené, menotté. Il ne ressentait aucune satisfaction, seulement un profond épuisement. C'était fini, mais l'histoire d'Emily ne faisait que commencer. Quelques semaines après le procès, Sam se retrouva de nouveau devant la résidence des Parker. Il frappa légèrement, attendant que la porte s'ouvre. Madame Bayard l'accueillit avec un sourire alors qu'elle se tenait dans le jardin. Sam traversa la maison et entra dans le patio ensoleillé, où Emily était assise dans l'herbe, en train de dessiner sur un carnet de croquis. Ses cheveux blonds reflétaient la lumière. Elle leva les yeux et sourit en le voyant. « Monsieur Sam, dit-elle, son cœur adouci par sa présence. » La voir si heureuse et petite le faisait se sentir en paix. Il se laissa tomber à côté d'elle sur l'herbe. « Qu'est-ce que tu dessines ?» il a demandé. Elle tourna le carnet de croquis vers lui. C'était un dessin simple, 2 personnages se tenant la main. L'une était une petite fille et l'autre était un homme de grande taille avec une casquette de chauffeur de bus. Sam déglutit difficilement. « Est-ce moi ?» Emily hocha timidement la tête. « Tu as été la première personne à me croire, dit-elle doucement. » Sam expira, passant une main sur son visage. « Je suis vraiment contente que tu aies couru vers mon bus ce matin-là, petit. » Elle s'appuya contre son bras, sa voix douce. « Moi aussi, murmura-t-elle. » Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. Pour Sam, il n'y avait pas de plus grande victoire que celle-là. La salle d'audience avait rendu son verdict, mais pour Sam, le poids de l'affaire persistait. Même si Todd Carter a été condamné à la prison à vie, les dommages qu'il avait infligés à Emily mettraient des années à guérir. Sam avait déjà vu un traumatisme dans les yeux d'un enfant, mais jamais de cette manière, jamais aussi profondément. Malgré la victoire, quelque chose le rongeait. Emily avait souri à la fin du procès, mais c'était un petit sourire incertain, un sourire de soulagement, pas de guérison. Quelques semaines plus tard, Madame Parker a invité Sam à revenir, et il n'a pas hésité. Il est arrivé en début d'après-midi. La maison était chaleureuse, avec le léger bruit des oiseaux à l'extérieur et l'odeur de quelque chose qui cuisait dans la cuisine. Madame Parker le conduisit dans le jardin, où Emily était assise sur une balançoire en bois, tapant paresseusement du pied contre l'herbe. Lorsqu'elle l'a vu, elle a rayonné et a crié « Monsieur Sam ». Elle sauta de la balançoire et courut vers lui. Sam s'agenouilla alors qu'elle passait ses bras autour de son cou. « Comment ça va ?» il a demandé. Emily recula, toujours souriante. « J'ai fait quelque chose pour toi, dit-elle. » Elle sortit de sa poche un morceau de papier plié et le lui tendit. Sam l'ouvrit avec précaution. C'était un autre dessin, semblable au précédent, mais cette fois il était différent. Il s'agissait d'une petite fille entre 2 personnages, l'un étant clairement sa mère aux cheveux longs et ondulés, et l'autre un homme de grande taille avec une casquette de chauffeur de bus. En dessous, d'une écriture soignée, se trouvaient les mots « plus seul ». La poitrine de Sam se serra alors qu'il la regardait. Ses émotions luttaient pour le contrôle. « C'est magnifique, Emily, dit-il. » Elle sourit. « Je l'ai montré à Madame Bayard. Elle a dit que je pouvais l'accrocher dans ma chambre. » Sam déglutit difficilement. « Je pense que c'est une excellente idée. » Emily hésita et se leva. « Je pensais à maman, dit-elle doucement. » Le cœur de Sam fit un bond. « Ah, oui, dit-il. Je comprends. Je veux aller la voir, dit Emily, ses petites mains serrées en poing. Sam se figea un instant avant de jeter un coup d'œil à Madame Parker, qui fit un petit signe de tête. « Nous pensions la même chose, dit-elle doucement. Mais seulement si elle est prête. » Emily redressa les épaules. « Je suis prêt. » Sam sourit et dit, « Alors allons-y. » Le cimetière était silencieux, l'air frais avec le parfum de l'herbe fraîchement coupée. Sam marchait aux côtés d'Emily,
sa présence protectrice alors qu'ils approchaient de la pierre tombale de Sarah Carter. Les pas d'Emily ralentissaient à mesure qu'elle s'approchait du granit poli. Ses doigts tenaient un billet plié dans ses mains. Elle resta là, fixant le nom gravé sur la pierre pendant un long moment. Elle n'a rien dit. Sam s'agenouilla à côté d'elle, laissant le silence s'étendre. « C'est bon, murmura-t-il. Emily expira en tremblant. « Je pensais qu'elle m'avait quitté, murmura-t-elle. Je pensais qu'elle ne voulait plus de moi. » Sam posa doucement une main sur son dos. « Elle ne t'a jamais quitté, petite. » Des larmes lui montèrent aux yeux. « Elle me manque, murmura Emily. Sam ravala la boule dans sa gorge. « Je sais. » Emily hésita, puis tendit lentement la main, plaçant le billet plié à la base de la pierre. Sam remarqua qu'elle écrivait « Je t'aime maman ». Le vent fit bruisser les arbres et, pendant un bref instant, Sam jura avoir senti quelque chose dans l'air, quelque chose de plus léger, de paisible. Emily s'essuya les yeux et se tourna vers lui. « Nous pouvons y aller maintenant. »« Bien sûr, dit Sam. » Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Emily glissa sa main dans la sienne et Sam sut que c'était la première étape vers son rétablissement. Ce soir-là, alors que Sam était assis dans son petit appartement, il ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'était pas fini. Todd Carter était en prison. Emily était en sécurité. Sarah avait finalement été enterrée. Mais il restait une dernière chose à faire. Sam prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Il sonna 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. « Mike, dit Sam en passant une main dans ses cheveux. J'ai besoin d'une faveur. » L'inspecteur Anders soupira. « J'aurais dû savoir que tu ne pourrais pas lâcher prise. » Sam se pencha en avant sur sa chaise. Qu'est-il arrivé à Todd avant tout ça? Anders s'est demandé, pourquoi? Parce que je ne crois pas aux monstres qui surgissent de nulle part, murmura Sam, quelqu'un l'a fait comme ça. Anders expira. Vous n'aimerez peut-être pas ce que vous trouvez. Je m'en fiche, répondit Sam. Une pause. Alors retrouve-moi au commissariat de police demain. Je te montrerai ce que nous avons. Sam a mis fin à l'appel, regardant par la fenêtre la rue sombre en contrebas. Il avait promis à Emily qu'elle était en sécurité et que personne comme Todd ne lui ferait plus jamais de mal. Mais s'il y en avait d'autres, Sam n'était pas prêt à laisser cette histoire se terminer. Le lendemain matin, Sam est arrivé tôt au commissariat. Les bavardages habituels des officiers remplissaient les couloirs, mais son esprit était concentré sur une chose, le passé. Il avait passé des semaines à se concentrer sur l'avenir d'Emily, pour lui rendre justice, mais quelque chose au plus profond de lui disait que Todd Carter n'était pas le début de cette histoire. L'inspecteur Anders le rejoignit dans son bureau, un épais dossier déjà posé sur son bureau. Il ne perdit pas de temps en plaisanterie et glissa le dossier sur la table. « Tu veux vraiment t'impliquer dans ça ?» dit Anders. Sam hocha la tête. « J'ai besoin de savoir. » Anders soupira et ouvrit le dossier. Todd Carter n'a jamais été officiellement sur notre radar avant la disparition de Sarah. Aucune arrestation antérieure pour violence domestique, aucune plainte officielle, a-t-il déclaré en feuilletant les pages. Mais son enfance était une autre histoire. Sam se pencha tandis qu'Anders lui montrait un rapport de police effacé datant d'il y a 35 ans. Todd a grandi dans le système. Il a été placé en famille d'accueil après la mort de sa mère. Son père, Leonard Carter, était un délinquant violent connu. Il a purgé une peine pour blessure au cou et a été soupçonné de maltraitance d'enfants, mais aucune accusation n'a jamais été déposée. Il est mort en prison avant que Todd ait 15 ans. Sam sentit son estomac se retourner. Il n'est donc pas simplement devenu un monstre. Il a été élevé par un monstre. Anders hocha sombrement la tête. C'est ce que je pense. Le système l'a laissé tomber, tout comme il a failli laisser tomber Emily. Sam posa le dossier de côté en croisant les bras. Alors dis-moi, Anders. Que veux-tu faire avec ça? Sam serra la mâchoire. Je veux m'assurer que cela ne se reproduise plus. Plus tard dans l'après-midi, Sam se rendit dans un petit restaurant à la périphérie de la ville. Son esprit était encore en train de traiter tout ce qu'il avait appris. L'idée que les abus pouvaient être hérités, transmis comme une malédiction, lui donnait la chair de poule. Il avait vu trop d'enfants passer entre les mailles du filet et il refusait qu'Emily en fasse partie. Alors qu'il sirotait son café, son téléphone sonna. C'était Madame Parker. Sam, dit-elle d'une voix urgente.
quelque chose ne va pas. Il s'est assis. Qu'est-ce que c'est? Il y avait un homme devant la maison plus tôt, juste là. La prise de Sam sur le téléphone se resserra. À quoi ressemblait-il? Plus âgé. Plat grand. Cheveux gris. Une cicatrice sur la joue. Quand je me suis dirigé vers la porte, il s'est éloigné, mais il regardait Emily. Un frisson parcourut le dos de Sam. Où est-elle maintenant? Elle est à l'intérieur, a déclaré Madame Parker. Je ne lui ai rien dit. Je ne voulais pas lui faire peur. J'arrive, dit Sam, jetant déjà de l'argent sur la table. Il se dirigea vers la résidence des Parker. Une sombre pensée s'installa dans son esprit, qui d'autre connaissait Emily? Quand Sam arriva, il faisait presque nuit. La maison était silencieuse, la lueur chaude de la lampe du porche projetant des ombres sur la cour avant. Madame Parker l'accueillit à la porte, l'inquiétude gravée sur son visage. Il n'est pas revenu, lui assura-t-elle. Mais je n'aime pas ça. Moi non plus, marmonna Sam. Où est Emily? Elle est à l'étage, en train de lire. Je veux m'asseoir dehors un moment, juste au cas où. Il s'assit sur le porche, observant la rue déserte, écoutant le bourdonnement silencieux des grillons au loin. Les heures passèrent. Rien. Ensuite, le mouvement. Une silhouette apparut derrière une rangée d'arbres. Sam se tendit, ses muscles s'enroulant, prêt à bouger. L'homme s'avança, les mains dans les poches, le visage partiellement caché par la faible lumière. Qui es-tu? Sam a appelé. L'homme s'est arrêté. D'une voix grave et sérieuse, il dit, vous veillez sur elle, n'est-ce pas? Les doigts de Sam se formèrent en poing. Qui es-tu? Répéta-t-il en se levant. L'homme fit un autre pas en avant, et cette fois Sam put le voir clairement. Un homme plus âgé, peut-être dans la soixantaine. Son visage était marqué par l'âge, mais il y avait quelque chose de familier dans ses yeux froids et lointains. Puis l'homme sourit. Elle a de la chance, dit-il. La plupart des enfants n'ont pas de seconde chance. Le sang de Sam se glaça. Cet homme connaissait Emily ou pire, il connaissait Todd. L'homme se tourna pour s'éloigner, mais Sam ne le laissa pas partir si facilement. Il se précipita en avant, attrapant le bras de l'homme. Qui es-tu? Demanda Sam. L'étranger se libéra avec une force surprenante, reculant avec un sombre ricanement. Ça n'a pas d'importance, dit-il en penchant la tête. Tu penses que c'est fini, chauffeur de bus. Le monde est plein de gens comme Todd, et certains d'entre nous sont beaucoup plus intelligents. L'estomac de Sam se tordit. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un avertissement. Ne t'approche pas d'elle, grogna Sam. L'homme sourit, mais ses yeux étaient vides. Je n'ai pas besoin de m'approcher d'elle. Elle saura ce qu'il y a dehors. Tu ne peux pas la protéger éternellement. Sur ce, l'homme disparut dans la nuit, laissant Sam debout sur le trottoir, les poings serrés, le cœur battant. Il ne s'agissait plus seulement de Todd. Il y avait quelque chose de plus grand caché sous la surface. Et Sam n'allait pas laisser cela toucher Emily. Il resta immobile sur le trottoir sombre, le cœur battant dans sa poitrine. L'homme avait disparu dans la nuit, mais ses paroles résonnaient dans l'esprit de Sam, tu ne pourras pas la protéger éternellement. Une rage lente et frémissante s'installa dans la poitrine de Sam. Il n'était pas le genre d'homme à s'effrayer facilement, mais quelque chose chez cet étranger, sa façon de parler, la menace calme dans sa voix mettait tous ses instincts en alerte. Ce n'était pas seulement un vagabond errant. C'était personnel. Prenant une lente inspiration, Sam retourna vers la maison. Madame Parker l'accueillit à la porte, l'inquiétude toujours visible sur son visage. Ce qui s'est passé? Demanda-t-elle en jetant un coup d'œil vers la rue. Sam hésita avant de répondre. Quelqu'un a quitté Todd, dit-il doucement. Je pense. Son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que cela signifie? La mâchoire de Sam se serra. Ça veut dire que ce n'est pas fini. Le lendemain matin, Sam était de retour au commissariat, assis en face de l'inspecteur Anders. Il raconta tous les détails de la nuit précédente, l'apparition de l'homme, ses paroles, son étrange familiarité avec le cas d'Emily. Anders se pencha en arrière sur sa chaise, se passant la main sur le visage. Tu es en train de me dire qu'un vieil homme débarque, connaît Emily et disparaît? Sam hocha la tête. Oui. Anders fronça les sourcils. Avez-vous trouvé quelque chose? Un nom?
Quelque chose en particulier? Une cicatrice sur la joue? Fin des années 60? Vous connaissiez Todd? Sam hésita. Je connaissais le père de Todd. Le froncement de sourcils d'Anders s'accentua. Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un vieux dossier. Feuilletant des pages jaunies de rapports et de casiers judiciaires, il s'arrêta devant une photo. Leonard Carter, dit-il. Le père de Todd. Un homme à l'air cruel et aux yeux creux. Un criminel de carrière. Entre et sort de prison pour des délits violents. Mais il est mort. Sam étudia la photo, puis leva les yeux. L'homme d'hier soir n'était pas Leonard Carter. Il y avait une ressemblance. Todd aurait-il pu avoir un oncle? Demanda Samedi. Anders feuilleta le dossier. Leonardo était un fils, unique, mais il fréquentait des gens vraiment méchants avant d'être enfermé, a-t-il déclaré en expirant brusquement. Si votre homme est apparenté à Léonard, cela signifie que nous avons affaire à des criminels de la vieille école, du genre à ne rien lâcher. L'estomac de Sam se tordit. Alors, ce n'est pas juste un harceleur aléatoire? Anders secoua la tête. Il pourrait s'agir de quelqu'un qui a connu Todd quand il était enfant, et peut-être même qu'il a aidé à l'élever. Et s'il revient maintenant, cela signifie qu'il croit toujours en ce code tordu du silence. Les poings de Sam se serrèrent. Je me fiche de qui il est. Il ne s'approchera pas d'Emily. Anders fit une pause avant de répondre. Voyons à qui nous avons affaire. Quelques heures plus tard, Anders a rappelé Sam au poste. Quand Sam est arrivé, le détective avait un nom, Raymond Red McAllister. Sam haussa un sourcil. Qui est-il? Anders a consulté un ancien casier judiciaire. Il a travaillé avec Leonard Carter. Plusieurs accusations d'agression. Il a purgé 10 ans de prison pour tentative de meurtre et a été libéré sur parole il y a quelques années. Anders a fermé le dossier. Devinez où il habite. L'estomac de Sam se tordit. Près d'Emily? Anders hocha la tête. À une quinzaine de kilomètres de la maison Parker. Le sang de Sam se glaça. Alors, il la surveillait. L'expression d'Anders s'assombrit. S'il sort du bois maintenant, c'est qu'il pense que ce n'est pas fini. Sam laissa échapper un soupir brusque. Alors nous avons mis la fin là-bas. Ce soir-là, Sam s'est rendu au parc de caravanes délabré où Red McAllister était censé vivre. Anders l'avait déconseillé, mais Sam n'était pas flic. Il n'était pas lié par une procédure, il voulait juste des réponses. Il gara son camion quelques places plus loin et descendit, scrutant la zone faiblement éclairée. La plupart des caravanes étaient en mauvais état, leurs porches encombrés de meubles rouillés et de vieilles canettes de bière. Puis il l'a vu. Assis sur une chaise en plastique devant l'une des caravanes, une cigarette à la main, se trouvait Red McAllister. Sam se dirigea vers lui, ses pas lents et délibérés. Red n'avait pas l'air surpris. En fait, il a souri. « Je savais que tu viendrais », marmonna-t-il en expirant la fumée. Sam s'arrêta à quelques mètres, les bras croisés. « Mais qui es-tu » Red jeta sa cigarette par terre, l'écrasant sous sa botte. « Ce n'est pas la question que tu devrais poser. » Sam a perdu patience. Il fit un autre pas. « Pourquoi regardais-tu Emily » Red s'appuya contre le dossier de sa chaise. « Elle étudie. Tu es très protecteur envers cette fille, hein ?» Il sourit plus largement. « C'est drôle, elle n'est même pas à toi. » La mâchoire de Sam se serra. « C'est une enfant. Une enfant qui a vécu l'enfer, et tu es un adulte qui se faufile dans sa maison. Alors dis-moi, pourquoi ne devrais-je pas t'assommer maintenant » Red gloussa, un son sec et sifflant. « Détendez-vous, chauffeur de bus. Je ne suis pas là pour lui faire du mal. » Son expression s'assombrit. « Je suis là pour vous prévenir. » Les yeux de Sam se plissèrent. « M'avertir de quoi » Red se pencha en avant, le ton bas. Todd n'était pas le seul. Il n'était qu'un parmi tant d'autres. Pensez-vous qu'il a appris tout seul à être comme ça? Non, il a été conçu comme ça. Et il y en a d'autres, des hommes comme lui. Des hommes qui pensent que leurs femmes et leurs enfants leur appartiennent. Qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Sam ravala sa colère, se concentrant sur les mots. Et tu étais l'un d'entre eux. Les yeux de Red s'assombrirent. Une fois, avant la prison, avant de réaliser avec quel genre d'homme je courais. Il soupira.
Je suis passé devant cette maison parce que j'avais besoin de voir si la fille allait bien. C'est tout. Sam étudia son visage, à la recherche de tout signe de mensonge. Finalement, Red se leva. Mais écoutez-moi, Porter, dit-il d'une voix grave. Il y en a d'autres. Et ils n'aiment pas que les gens comme toi mettent leur nez dedans. La mâchoire de Sam se serra. Laissez-les venir. Rouge sourit à nouveau. C'est ce que je pensais que tu dirais. Il se tourna vers l'intérieur mais s'arrêta. Vous menez une guerre plus grande que vous ne le pensez, chauffeur de bus. Puis il disparut dans sa caravane, laissant Sam seul dans la nuit froide. Sam prit une profonde inspiration, les poings toujours serrés. Ce n'était pas fini. C'était loin de là. Sam s'éloigna du parc de caravanes, l'esprit emballé. Plus d'hommes comme Todd, c'est ce qu'avait dit Red McAllister. Il n'y avait pas qu'un seul attaquant, un seul monstre. Il y en avait d'autres, cachés dans les fissures de la société, dans des foyers où des enfants comme Emily vivaient dans la peur. Apparemment, certains d'entre eux n'aimaient pas que Sam se retrouve mêlé à leur désordre. Lorsqu'il s'est garé devant la résidence des Parker, il a scruté la rue avant de sortir. Pas de voitures étranges, pas de silhouettes sombres. Pourtant, il n'a pris aucun risque. Il a verrouillé son camion et a frappé légèrement à la porte. Madame Parker l'ouvrit avec un air soulagé. Elle est à l'étage, dit-elle à voix basse. Elle vient de faire un cauchemar. Ça me tue. Je vais aller la voir. Alors que Sam montait à l'étage, il réfléchit à ce que Red avait dit, vous menez une guerre plus grande que vous ne le pensez. Sam n'a jamais voulu faire la guerre. C'était juste un gars qui conduisait un bus. Mais dès qu'Emily était montée dans son bus ce matin-là, tout avait changé. Il frappa doucement à la porte de la chambre d'Emily. Une petite voix répondit, « Sam ?» Il entra et la trouva recroquevillée sur son lit, serrant fort son lapin en peluche dans ses bras. La pièce était sombre, la douce lueur d'une veilleuse étant la seule chose qui empêchait l'obscurité d'engloutir la pièce. « J'ai entendu dire que tu avais fait un mauvais rêve, dit doucement Sam, s'asseyant sur le bord du lit. Emily hocha la tête mais ne parla pas. Sam savait que parfois les enfants avaient juste besoin de temps. Finalement, elle murmura, « Je l'ai revu. » L'estomac de Sam se serra. « Todd ?» Elle secoua la tête. L'homme dehors. Un frisson parcourut le dos de Sam. À quoi ressemblait-il? Emily hésita, puis murmura, « Comme papa, mais plus âgé. » Sam haleta. Il venait de parler à Red McAllister des agissements du père de Todd. Emily n'avait jamais vu Leonard Carter, mais elle avait vu quelqu'un qui lui ressemblait. Et cela signifiait que quelqu'un la surveillait toujours. Quelqu'un se cache toujours dans l'ombre. Sam se força à sourire rassurant. C'est juste un rêve, petit. Tu es en sécurité ici. Mais les doigts d'Emily s'accrochèrent davantage au lapin, et Sam se fit une promesse silencieuse, il ne laisserait personne toucher cet enfant. Le lendemain matin, Sam a rencontré le détective Anders au poste de police. « Nous avons un problème, » dit Sam à la seconde où il entra. Anders soupira. « Cela devient un thème chez toi. » Emily a vu quelque chose, dit Sam, ignorant le sarcasme. Elle a fait un cauchemar à propos de l'homme devant sa maison. Lorsqu'elle l'a décrit, elle a dit qu'il ressemblait à Todd mais qu'il était plus âgé. Anders fronça les sourcils. Ses doigts tambourinaient contre le bureau. Tu penses que c'était McAllister? Sam secoua la tête. Non, j'ai parlé à Red. Il a dit qu'il essayait de me prévenir, pas de menacer l'enfant. Il expira. Mais si Emily a vu quelqu'un d'autre qui ressemblait à Todd, cela signifie qu'il existe un autre lien avec la famille Carter. Anders se pencha en arrière et se frotta la mâchoire. Vous dites qu'il y a un autre parent? Je ne sais pas, a admis Sam, mais je ne crois pas aux coïncidences. Anders a décroché le téléphone et a appelé une unité de patrouille. Nous allons placer une voiture banalisée près de la maison des Parker, juste au cas où. Si quelqu'un surveille Emily, nous le saurons bien assez tôt. Sam expira. Et s'ils reviennent? L'expression d'Anders se durcit. Nous allons les éliminer. Cette nuit-là, Sam n'a pas pu dormir. Il est resté dans son camion garé dans la rue de la résidence des Parker, les doigts enroulés autour d'une tasse de café. La voiture de police banalisée était assise plus loin, ses phares éteints, les policiers surveillant la maison. Les heures passèrent. Rien. Puis il y a eu du mouvement.
Une ombre se profilait au bout de la rue. Une silhouette sombre émergea d'une ruelle. Sam se tendit. Il regarda l'homme marcher lentement vers la maison, restant sur le trottoir, sa posture trop détendue pour être naturelle. Sam attrapa son téléphone et envoya un message à Anders. « J'ai quelqu'un. » Il se dirige vers la maison des Parker. La réponse est venue rapidement. « Nous sommes au coup. Ne bougez pas. » Mais Sam n'est pas resté là. Il poussa la porte et entra dans la rue. L'homme s'arrêta lorsqu'il aperçut Samedi. Ils restèrent immobiles un moment, puis l'homme se retourna et courut. Sam se précipita après lui, ses bottes martelant le trottoir. Il entendait à peine le bruit des portières des voitures qui claquaient derrière lui. Anders et ses officiers commencèrent également à les poursuivre. Le suspect s'est engagé dans une ruelle, mais Sam était sur ses talons. L'homme était rapide, mais Sam avait passé des années à chasser les enfants des autobus scolaires, il savait comment renverser les gens. Ils sont sortis dans une rue latérale et, juste au moment où le suspect s'approchait d'une clôture, Sam l'a plaqué violemment, le faisant s'écraser sur le trottoir. L'homme grogna de douleur, se débattant, mais Sam le retint jusqu'à ce qu'Anders et les officiers le rattrapent. « Je t'ai eu » grogna Sam. Anders s'avança, l'arme dégainée. Le suspect hésita avant de lever lentement les mains. Anders l'a attrapé et l'a retourné. C'est alors qu'ils virent son visage. L'estomac de Sam se tordit. Ce n'était pas n'importe quel criminel. C'était Ronald Carter, l'oncle de Todd. Et comme ça, tout s'est mis en place. Todd ne travaillait pas seul. Il y avait d'autres Carter là-bas, et l'un d'eux était venu chercher Emily. Le cœur de Sam s'emballa lorsque Ronald Carter fut menotté et traîné jusqu'à la voiture de police banalisée. La vue de son visage, les mêmes yeux cruels et calculateurs que ceux de son neveu, provoqua un frisson glacial dans le dos de Sam. Il ne s'agissait plus seulement de protéger Emily. Il s'agissait de faire face à un héritage de violence, et voilà que Ronald Carter sortait de l'ombre, affichant clairement ses intentions. Il n'allait pas laisser l'emprise tordue de sa famille prendre le dessus tranquillement. Et Sam avait fini d'attendre.